Tout de suite, pour parler plutôt banque financement, j'appelle Thierry Laborde et Benoît Grossman. Voilà, prenez place. Vous avez le choix des micros, des couleurs. Thierry Laborde, directeur général adjoint et responsable de Domestic Markets à BNP Paribas. Et Benoît Grossman, vice-président de l'AFIC et Managing Partners d'Idinvest Partners. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Une première remarque peut-être, quand on vous dit intelligence artificielle, ça évoque quoi spontanément, sans réfléchir? Beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. Micro jaune, ouais, ça va arriver. Faut attendre voilà. Un petit peu. Ouais, ça... Oui, alors, intelligence artificielle, c'est un mot qui est très à la mode, qui est arrivé il y a quelques temps. L'intelligence artificielle, ça peut être l'autre mot de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est machine learning. C'est le big data appliqué au machine learning, donc ce sont des algorithmes qui apprennent. Moi, je dis toujours que la différence entre l'intelligence artificielle et le machine learning, ça dépend à qui vous adressez. Quand vous vous adressez aux investisseurs, à des gens comme moi, il faut parler d'intelligence artificielle, parce que c'est un mot qui est très à la mode, et quand vous voulez recruter des ingénieurs, il faut passer de machine learning. Voilà, c'est ça la différence. Mais c'est la même chose. D'accord. Pour répondre à votre question, moi ça m'appelle des usages. Comment utiliser cette nature de technologie? En effet, il y a des choses en recherche fondamentale qui existent depuis très longtemps. On peut aujourd'hui y trouver des cas d'usage, et c'est ça, nous, chez BNP Paribas, en tout cas chez moi, et chez BNP Paribas, qui nous intéresse très particulièrement. Alors justement, très concrètement, donnez-nous 3-4 cas d'usage ou usage de l'IA chez BNP Paribas. Il y a 3 grandes familles. D'abord, comment améliorer l'expérience client, puisqu'on voit bien, j'ai en tête un exemple avec... On en a parlé ce matin. Alors concrètement, justement, l'idée c'est d'avoir quelques exemples de ce qui est en train de se faire. Au Luxembourg, chez BGL BNP Paribas, c'est pas encore totalement industrialisé. On est en test, en POC, en Proof of Concept. Où aujourd'hui, au travers de tous les mouvements qui peuvent passer sur les comptes de ces clients, on a la capacité à leur identifier très rapidement et en temps réel quelque chose d'un peu exceptionnel, un changement d'habitude sur un compte, et d'interpeller, ou en tout cas de nouer un dialogue que le client va enrichir avec le petit moteur d'intelligence artificielle pour lui faire des propositions beaucoup plus spécifiques. Le fait que ce soit localisé au Luxembourg, ça... Non, c'est parce qu'on a une grande banque qui s'appelle BGL BNP Paribas, qui est la deuxième banque au Luxembourg. Donc non, je cherchais... C'est simplement une banque qui traite bien ses clients, vous voyez. Très bien. Deuxième exemple, très vite, la cybersécurité. Non, mais n'allez pas très vite, installons-nous, vous avez le temps. On voit bien que sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle peut aussi nous apporter beaucoup de solutions. Même chose sur la gestion de la fraude. On a, vous savez, j'ai en tête Compte Nickel, qui fait partie du groupe depuis peu. Compte Nickel utilise des technologies d'intelligence artificielle pour identifier ce que l'on appelle des faux positifs. Quand vous avez une présomption de fraude, vous pouvez avoir souvent de faux positifs, c'est-à-dire des fraudes qui vous paraissent, mais elles n'en sont pas. En fait, la réalité de l'opération a bien un client derrière, et ça vous permet de minorer très largement ces faux positifs. Et bien, il y a bien sûr aussi tout l'usage que l'on peut faire de cette technologie pour rendre votre modèle plus efficace opérationnellement et baisser assez significativement les coûts. Un exemple, par exemple, pour illustrer cet élément-là. Qui marche aujourd'hui et qui est totalement industriel dans le monde de la banque Wholesale, chez CIB, chez nous. Aujourd'hui, on a vraiment un moteur d'intelligence artificielle qui permet d'aller analyser tous les documents contractuels pour pouvoir identifier les éléments devant être mis en avant, c'est-à-dire lire un contrat qui fait 150 pages et de l'avoir traité en 10 secondes, plutôt que d'avoir des juristes qui lisent tous les contrats et qui passent beaucoup plus de temps par rapport à cette action. Voilà un usage qui, celui-là, est totalement industrialisé. D'accord. Alors comment faites-vous sur ce plan-là pour arbitrer, pour discuter? Si c'est une machine, il n'y a plus d'arbitrage, il n'y a plus de discussion sur certains points, il n'y a plus... Ou alors les points sont relevés et puis discutés entre juristes. Dans l'interaction avec la partie tierce, il y a une intervention encore qui reste humaine. D'accord. Benoît Grossman, pour élargir un petit peu, dans un certain nombre de rapports ou d'analyses, on comprend que les avancées technologiques déployées sont réelles concernant les fintechs, mais qu'elles ont un peu de mal à passer à un stade industriel ou massif. Est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce que vous avez une approche, vous, qui est plus optimiste? Que le nombre de boîtes financées avait chuté d'un facteur 2 entre 2015 et 2016. Il faut toujours se méfier un peu de ce qu'on met dedans. Déjà, qu'est-ce qu'on met dans la fintech? Vous savez, vous êtes une boîte, une société, vous fabriquez des logiciels pour des remboursements de notes de frais. Ça s'appelle de la fintech. Enfin, pour moi, c'est juste un tableur Excel un petit peu amélioré. Donc, on mélange toujours beaucoup de choses dedans. Bon, il faut juste savoir que la fintech, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits il y a 2-3 ans. Il y a eu un peu un buzzword, un peu comme avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut toujours se méfier un peu des buzzwords, parce que ça ne donne jamais forcément des bons retours sur investissement, parce que tous les investisseurs se précipitent. Il y a un effet très moutonneux, puis on s'aperçoit qu'il n'y a ma foi pas grand différenciateur.
Donc il reste encore des choses à faire. Alors faut pas oublier le fait que dans la fintech, c'est toujours des métiers très consommateurs en termes d'acquisition client. Il y a toujours un aspect réglementaire qui est très très important. Donc c'est des investissements qui sont assez massifs. Et vous ne créez pas une fintech avec 500 000 euros, c'est toujours des investissements assez massifs. Donc voilà, il y en a peut-être un petit peu moins, mais je ne suis pas sûr que la base soit la bonne base de départ. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et surtout, la bonne chose, c'est qu'il y a toujours de bons entrepreneurs. Pour qu'il y ait des sociétés, il faut qu'il y ait des entrepreneurs derrière. C'est une palissade, mais c'est toujours bien de le dire. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs parce que voilà, je ne sais pas si la France est une startup nation, mais l'entrepreneuriat en France est beaucoup plus structuré que ce qu'il était il y a 10 ans. Alors, en termes de chiffres, là, en 2016, on comptait 271 startups spécialisées dans ce domaine des fintech qui ont levé des fonds en Europe, soit le triple qu'en 2015, en termes de nombre de levées de fonds. En montant, je n'en sais rien. Et là-dedans, est-ce que vous avez une idée de la part des entreprises françaises? Ou est-ce que vous ne raisonnez absolument pas en termes de national, et plutôt en termes d'échelle européenne, ou est-ce que vous faites vous on ne raisonne pas en termes de société française, mais je crois que les estimations, c'est à peu près entre 15 et 20%, ce qui est plutôt bien. C'est à peu près la proportion, la taille de la France dans le marché du venture ou du capital développement en Europe, c'est à peu près 15-20%, c'est bien. Et je crois que la France est très 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 bien représentée. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, on a un écosystème entrepreneurial, j'insiste, c'est un peu de la palissade, mais qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de succès passés qui ont engendré, qui ont fait des appels d'air et qui ont donné à des entrepreneurs l'envie d'entreprendre. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et sur les montants levés, est-ce que là, on s'améliore un peu par rapport au marché américain? On voit bien qu'il y a une différence forte. Les montants levés par société ont dû doubler ou tripler en l'espace de quelques années, ce qui est un peu c'est un peu la norme dans tous les secteurs d'investissement, que ce soit dans les fintech, dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'argent sur le marché, il y a aussi plus de sociétés, il y a donc beaucoup plus de concurrence. Donc, comme il y a plus de concurrence, il faut aller plus vite, et pour aller plus vite, il faut lever de l'argent plus souvent. Donc, c'est ce qui explique un peu la montée des tours de table. Avant, typiquement, un tour de table de 5 millions d'euros, c'était un beau tour de table. Maintenant, 5 millions d'euros, c'est quasiment un tour de seed investment. Voilà. Donc, on est monté, les montants investis ont à peu près, je dirais, doublé ou triplé en l'espace de 3-4 ans. Donc c'est quand même assez violent. Mais ça s'explique parce qu'il y a plein de sociétés, beaucoup de concurrence, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut dépenser un petit peu plus ou investir plus, quitte à lever un peu plus d'argent. Et sur l'IA, on sent un nombre de levées, ou en tout cas les investisseurs assez poussés à aller vers ce secteur. Parce qu'on sait aussi que les perspectives sont extrêmement bonnes, fortes, quoi. À 5 ou 10 ans, on peut... Alors, il faut toujours se méfier, parce que une fois de plus, dans l'intelligence artificielle, on mélange beaucoup de choses. Non, mais il y a les pure players de l'intelligence, et puis après, il y a les implémentations dans des différentes sociétés et activités. Oui, alors c'est un secteur qui est très actif. À mon avis, on n'a encore pratiquement rien vu dans tout ce qui est intelligence artificielle. On en est vraiment au début. Quand on voit les sociétés comme Shift Technologies, qui sont des moteurs de détection de fraude pour l'assurance, la roadmap produit de cette société est très très importante. Dans quelques années, ils vont améliorer leur algorithme de détection des fraudes de manière phénoménale. Nous, on a investi récemment dans une société qui s'appelle Cardiologue, qui fait de l'analyse automatique d'électrocardiogramme. Tout ça évolue avec les compétences des ingénieurs. Et puis la France est excessivement bien placée parce que, c'est pas moi qui le dis, on a des très bons ingénieurs en France, tout le monde le sait. C'est toujours bien de se le redire. On a un nombre important de startups françaises qui ont été rachetées par des Américains, par des Japonais. Aldebaran, par exemple, par des Japonais. SoftBank, qui a été racheté par SoftBank il y a 3-4 ans. Ouais. C'est ça. Il a eu du mal, au départ, à être crédible en France. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de malédiction des startups françaises à être rachetées? Oui et non. Alors, il y a des sociétés qui se font racheter tout au début, en milieu de course, et d'autres qui ne se font jamais racheter. Nous, on a des exemples assez variés. On était investisseurs dans Criteo et Talan, qui sont allés, on les a financés au début, qui sont allés jusqu'à l'introduction en bourse. Maintenant, ces sociétés sont indépendantes. L'une vaut 3 milliards, l'autre vaut 1,5 milliard. On a investi dans une société qui s'appelle Zenly. Zenly, c'est une application de géolocalisation entre groupes d'amis qui a été rachetée par Snap il y a 6 mois. Ça, c'est vraiment une acquisition. Ils ont acheté juste la technologie, l'équipe et l'utilisation de ses membres. Aucun chiffre d'affaires. Voilà, c'est une société qui a été vendue pour plusieurs centaines de millions d'euros. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'ils auraient pu continuer? Ils auraient peut-être pu continuer, mais je crois qu'il en faut, il faut un petit peu tout. Il faut des sociétés qui aillent jusqu'au bout. Et puis des entrepreneurs, des fondateurs de sociétés peuvent être des très bons fondateurs, pas forcément des top managers. Je crois que ça requiert des capacités différentes. Créer une société, ça requiert des fonctionnalités. Manager quand on a 300, 400 personnes, ça peut être les mêmes personnes, ça peut ne pas être les mêmes personnes. Voilà. Donc une société se vend en cours de route, c'est pas le genre. Juste en aparté, derrière passe un certain nombre de dessins que malheureusement on ne peut pas partager puisqu'il n'y a pas de retour. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avoir de retour ici. Donc on est les seuls à ne pas voir ce qui se passe dans notre dos.
On comprend les sourires dans la salle. Voilà, Oui, oui, moi, je ne le prenez pas pour vous. Pensez, Ne le prenez pas pour vous, parce que Pensez vraiment, il dire commençait des à choses douter en intéressantes. disant, voilà. Donc c'est pas pour vous, au contraire, bien évidemment. Oui, et comment est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre de dispositions pour justement permettre aux startups de se développer plus, de rester soit indépendantes, soit associées ou en partenariat avec des grands groupes, mais pas forcément Oui, mais vendues un peu rapidement par Ouais, rapport mais aux valeurs qu'elles peuvent créer par la suite. Mais tout ça évolue à la vitesse de l'écosystème entrepreneurial. Il faut juste se remettre un petit peu en arrière. Il y a 20 ans, l'écosystème entrepreneurial français par rapport à aujourd'hui, mais c'était juste 100 fois moins. C'était pas 10-20% de moins. Un écosystème, on met du temps à le bâtir. L'écosystème, c'est quoi? Il faut des investisseurs qui investissent au premier tour, deuxième tour, troisième tour. Il faut des journalistes, il faut des avocats, il faut bien sûr des entrepreneurs, il faut des serial entrepreneurs. Des banquiers aussi, peut-être. Il faut des banquiers, bien sûr. Il faut des banquiers. Il faut avant tout. Et il faut surtout aussi des entrepreneurs. Il faut des serial entrepreneurs. Pas trop de banquiers ou un peu... Juste ce qu'il faut. Hein On y reviendra. Non, mais on la vie est est un en savant plaisante. d'équilibre. Donc, j'insiste sur les entrepreneurs. Pour les serial entrepreneurs, par définition, un serial entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui a déjà entrepris une première fois. Il faut lui laisser sa chance la première fois. Et aujourd'hui, les gens qu'on voit aujourd'hui qui entreprennent pour la deuxième fois, c'est des gens qui ont commencé dans les années 2000. Moi, je dis toujours que la Silicon Valley, elle a mis 60 ans à se bâtir. Hein, ça ne s'est pas bâti overnight. L'écosystème entrepreneurial européen et français, il ne va pas mettre 3 semaines à se bâtir. Et ce qui a été accompli en une quinzaine d'années, mais c'est juste phénoménal. Moi, je fais ce métier depuis 20 ans. Les entrepreneurs que je finançais à l'époque, aujourd'hui, je ne les recevrais même plus dans mon bureau. Non pas que je finançais les mauvais, c'est que je finançais les meilleurs de ce qu'il y avait en France à l'époque. Il n'y en avait pas. Voilà. Et je recevrai aujourd'hui même plus dans mon bureau. Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus brillants. On finance même des petits jeunes qui sortent de l'école, ce qu'on n'aurait pas vu il y a 10 ans. Des gens qui ont 24, 25 ans, qui ont des maturités business qui sont stupéfiantes. Voilà. Et c'est pour moi la clé d'un système entrepreneurial, de la création de société, c'est que les entrepreneurs, c'est pas, on n'investit pas. Quand on investit jamais sur une société, mais on investit sur l'équipe qui la compose. Et quand le patron de Cisco dit l'Île-de-France, c'est la prochaine Silicon Valley, il est flatteur ou vous le croyez? Il est un petit peu flatteur. Alors nous, on est d'accord avec lui parce que du coup, quand John Chambers est venu à Paris il y a 3 ans, il était reçu par François Hollande le soir. Et le lendemain, il a investi dans notre fonds. Donc on est très content. Mais je pense qu'on a un écosystème en France qui est juste top. Je crois qu'on se l'ignore parce qu'il y a des vrais entrepreneurs, il y a des top entrepreneurs, et puis il y a des ingénieurs, notamment dans les deep tech, tout ce qui est le sujet d'aujourd'hui, qui sont de top qualité, qui sont reconnus mondialement. Donc il ne faut pas en avoir honte, et on n'a absolument rien à envier aux Américains. Alors on sera toujours plus petit que la Silicon Valley. C'est comme ça. C'est comme aux États-Unis, il y a le Nasdaq. En Europe, il y a d'autres marchés boursiers. Le Nasdaq sera toujours 100 fois plus grand que n'importe quel marché boursier. Juste pour donner un ordre de grandeur, vous savez que la liquidité moyenne quotidienne sur le titre Facebook, qui est coté sur le Nasdaq, c'est la liquidité moyenne de tout le CAC 40, à lui tout seul. Donc vous avez Facebook, vous avez Apple, vous avez Microsoft, Oracle, des boîtes comme ça, il y en a 40. Chacune aussi liquide que le CAC 40. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Ça sera toujours comme ça. Mais c'est pas gênant. Il y a des banquiers aussi dans cet écosystème? Oui, bien sûr. Donc déjà, ce qui est important pour les banques, c'est de bien comprendre l'évolution de cet écosystème. Je partage tout ce qui vient d'être dit. On a vu les choses beaucoup évoluer, on les accompagne beaucoup, en ayant partout des pôles d'innovation capables de comprendre ce qu'est pour le créateur la vie de l'entrepreneuriat, comme pouvoir l'aider, pouvoir l'orienter, pouvoir l'accompagner en liant, ça c'est un programme qui marche très bien, qui est à sa 3e saison chez nous, une ETI avec une FinTech, et pouvoir les pousser à développer un nouveau business ensemble. Et puis, par rapport à ce qui a été dit, il y a un petit complément qui manque encore en France, c'est comment j'oriente l'épargne longue. Il ne faut jamais oublier que la France, c'est un énorme pays d'épargnants. Sauf que cette épargne, ce qui a le succès en France, c'est l'épargne défiscalisée. Les gens, les Français, mettent leur argent dans des produits d'épargne, souvent bilanciels, pas que, défiscalisés. Et là, je pense qu'il y a des nouveautés qui arrivent. C'est la volonté gouvernementale, elle est bonne, de faire que le PEL, on voit que le produit d'épargne logement, qui a des dizaines de milliards ou des centaines de milliards d'encours, c'est un produit qui progressivement va mourir, puisqu'il va être à 1%, il va être fiscalisé. Donc le PEL, quelque part, c'est un peu fini. Le livret A, avec un taux qui est flat, pour 2 ans, l'attractivité d'un livret A, qui est un produit défiscalisé, et rendez-vous compte l'avantage, et qui est court, qui n'a pas d'engagement de placement dans la durée. Donc il va falloir faire 2 choses. Et c'est 2 routes parallèles qu'il faut mener. C'est d'un côté inventer peut-être un produit d'épargne longue
Il y a des choses incitatives qui pourraient être faites. Et les banques en ont aussi besoin pour refinancer les financements qu'elles octroient. Il faut voir que l'écosystème bancaire aujourd'hui en France, c'est 4,4-4,5 d'évolution des encours de financement. On a même le comité de stabilité financière, le Haut Comité de stabilité financière, qui aujourd'hui s'interroge sur le fait est-ce que les encours de crédit aux entreprises en France ne vont-ils pas trop vite ? Ce qui pourrait être un risque systémique pour la France. Moi, je ne crois pas. Il ne faut surtout pas interrompre ce mouvement en période de reprise d'activité assez forte. Et puis de l'autre côté, la deuxième voie, au-delà de l'épargne bancaire longue, c'est l'épargne hors bilan. Et l'épargne hors bilan aujourd'hui, elle était beaucoup investie dans les obligations d'État via les encours d'assurance vie, qui reste, le produit d'assurance vie reste un produit toujours très largement favorisé par la fiscalité au sens large. Et derrière, c'est comment des véhicules comme le PEA-PME, comment des fonds Eurocroissance qui mériteraient d'être un peu revus sur certains côtés, des produits d'asset management, permettraient de flécher des montants très significatifs d'épargne hors bilan vers le capital des entreprises. Parce que c'est ça le sujet. Nous, le capital, on ne peut plus faire, puisque la réglementation aujourd'hui nous met de telles surcharges de fonds propres que les banques ne peuvent plus faire. En revanche, la granularité des réseaux bancaires en France, la très bonne connaissance de ses clients, des clients mass affluents, des clients épargnants, même dans un contexte aussi régulé que MiFID II, qui arrive demain en Europe, nous permettrait d'aller orienter de l'épargne longue, aujourd'hui hors bilan, vers le capital des entreprises, des PME, des start-up, etc. Et ça, pour moi, c'est une vraie cause nationale, et je crois qu'on devrait trouver des idées comme ça dans la prochaine loi Le Maire. Alors, c'est une suggestion ou c'est une information que vous donnez parce que vous l'avez vu récemment C'est à la fois, je pense qu'il y a une vraie cause nationale autour de l'épargne hors bilan, l'épargne longue versus le capital, et je pense que le gouvernement français a bien compris ça. Alors, sur les conséquences sur votre groupe, ou en tout cas sur les structures des banques, deux niveaux de conséquences. D'abord, sur la structuration même des banques. On voit arriver d'autres acteurs, d'autres fonctions. Est-ce que vous avez, sans avoir peur, est-ce que vous remettez en cause le modèle même d'une banque d'ici quelques années ? Première question. Et deuxième, après, à l'intérieur de la banque, les métiers qui vont évoluer, les conséquences sociales, c'est ça que je voudrais parler. Alors on sait bien que notre modèle, dans toutes les dimensions, pour faire très simple, quand on parle d'un modèle comme celui de BNP Paribas, quel est-il d'abord ? C'est un modèle qui est assez original, parce qu'on parle souvent de banque universelle en France, mais nous ne nous qualifions pas de banque universelle. Nous, on se qualifie de modèle intégré et diversifié. Ce n'est pas du tout la même chose. Diversifié, c'est la capacité à faire la plupart des métiers de banque et d'assurance qui permettent d'accompagner toutes les natures de clients et de le faire de façon intégrée, c'est-à-dire que tous ces métiers doivent apprendre à travailler entre eux. Et alors, conséquences prévisibles ou imaginées de l'arrivée de nouveaux acteurs, soit métiers, soit plus globalement acteurs bancaires, on l'a vu alors, ça veut dire avec Orange par exemple. Ça veut dire que d'être un groupe diversifié et intégré, ça permet, quand un Orange arrive avec une nouvelle proposition de valeur, très bien. Ça veut dire, vous voyez, qu'en plus, ils ont mis banque derrière. Ça veut dire que banque, c'est toujours à la mode. Qu'Orange mette banque dans Orange Bank, je trouve ça assez sympa. Ça veut dire que la banque reste attractive, puisque nous, notre sujet, c'est vraiment un défi d'attractivité. Et qu'est-ce qu'on fait pour anticiper ce phénomène ? Eh bien, on essaie de réfléchir un peu sur la stratégie qui est la nôtre et de pouvoir avoir la plus grande proposition de valeur, la proposition de valeur la plus large. Donc aujourd'hui, pour un groupe comme le nôtre, on donne l'accès au système de paiement international pour un client en France à partir de 20 € par an. Ça s'appelle Compte Nickel. Ça fait quand même 750 000 clients français qui ont adhéré, qui sont clients de Nickel. C'est plus de 30 000 entrées en relation tous les mois. Donc le succès ne se dément pas malgré l'arrivée des Number 26, des Orange Bank, etc., etc. On a la proposition de valeur d'Hello Bank, qui est une banque digitale un peu traditionnelle, qu'on va un peu transformer, un peu moderniser dans les semaines et les mois qui viennent. On a un réseau d'agences qui se transforme fondamentalement pour être... Il y a quand même 7 millions de clients dans ce réseau, et ça va jusqu'à banque privée, gestion de fortune, avec plus de 300 000 clients. Vous voyez, ce qui est important pour nous, c'est d'offrir le choix, d'avoir une palette de services qui colle à tous les besoins d'un client. Alors sur les conséquences sociales, on a vu ce matin dans un certain nombre de cas de figure que le nombre... dans certaines parties d'entreprises, le nombre de collaborateurs va être amené à diminuer. Est-ce que vous avez des plans sur ce sujet-là ? Vous savez à peu près quelle est votre projection d'emploi dans les années à venir ? Alors sur la trajectoire sociale, ce n'est pas lié uniquement bien sûr à l'intelligence artificielle. C'est bien lié à la transformation de ces métiers. Pour la partie que je connais le mieux, c'est-à-dire les activités de retail,
qui sont le monde des agences, ce que vous connaissez, qui est celui qui est le plus touché par ces transformations. On a en effet à la fois une planification assez précise de comment les emplois vont se transformer. On a aussi, ça c'est le deuxième élément qui me paraît très fort, une action main dans la main entre les équipes métiers et les équipes RH. Tout ça part de la capacité à bien identifier quelles sont les compétences de nos collaborateurs aujourd'hui. Et quand vous regardez, donc c'est un métier de data, c'est la capacité à pouvoir dire, pour les 30 000 personnes que nous avons en France, quelles sont les compétences aujourd'hui, quelles sont les compétences que l'on veut avoir demain en fonction de la transformation des métiers dans nos réseaux. Il y aura sans doute un peu moins d'agences demain, mais il y aura toujours des agences et on y fera des choses très différentes. Je prends juste un exemple. Les banques en France aujourd'hui, sur les moments difficiles pour un client, prenons le moment le plus difficile dans la vie d'un client, c'est la perte d'un être cher. Une succession, c'est quelque chose de très compliqué à bien gérer. C'est frappant de voir que la plupart des banques ont externalisé la façon de gérer les successions sur des plateaux. Peut-être que demain, la proximité, l'empathie, l'autonomie, le conseil, la capacité à s'appuyer sur des bases documentaires avec des moteurs d'intelligence artificielle. Mais avec un humain ou avec... un humain qui peut s'appuyer sur des bases documentaires qui lui permettent d'être plus disponible, plus efficace pour son client. Eh bien, peut-être remettrons-nous ce type d'activité, ce type de conseil en moments difficiles, parce que je ne vois pas encore tout de suite la machine avoir toute la capacité, la compétence d'empathie, même si elle a été très cognitive. Mais pour une partie de l'analyse de la situation, oui. Voilà. Vous prévoyez combien de diminution de l'effectif chez vous ? À peu près, en gros, par rapport au turnover naturel qui est le nôtre, il faut qu'on utilise la moitié de ce turnover dans les 4 années qui viennent. Voilà. Donc ça, on sait le faire. Et ça ne nous empêche pas de continuer à recruter de façon très significative, parce qu'il ne faut toujours pas oublier qu'il nous faut recruter également des profils dont on ne dispose pas complètement, et puis former, reconvertir, aider tous les autres à obtenir de nouvelles compétences. Un dernier mot aussi important, et Pierre Blanc est dans la salle, c'est à lui que l'Observatoire des métiers de la banque a confié cette mission. Sortira dans quelques jours un rapport qui a été commandé par l'Observatoire des métiers de la banque. À ma connaissance, c'est la première initiative sectorielle de cette nature en France qui a vu toutes les parties prenantes, qu'elles soient entreprises bancaires, partenaires sociaux, syndicats, pour faire un bilan, un premier bilan, un état des lieux de ce qu'est l'impact de l'intelligence artificielle dans les métiers de la banque. Et ça permet d'enlever des éléments un peu de peur, de démystifier un peu ces sujets-là et de mettre le sujet clairement sur la table. C'est ce que nous faisons, nous, dans nos dialogues sociaux dans l'entreprise. On va prendre deux interventions dans la salle, si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Oui, une question pour Thierry Laborde et une question pour Benoît Grossman. Benoît, tu disais... bien sûr que le métier du capital investissement a progressé, mais quand on regarde les opérations et les tours en matière d'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, par exemple, la moindre opération, c'est facilement 20 ou 30 millions de dollars. Et la question complémentaire, c'est on ne peut pas juste nous financer le capital risque ou du capital développement et puis ensuite se les faire acheter par des Américains ou par des Chinois ou bien avoir aucune opération qui est levé plus de 500 millions d'euros sur Euronext depuis 40 ans. Voilà. Ça, c'était ma question pour toi. Et ma question pour Thierry Laborde, c'est si vous aviez à citer un exemple d'application dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vous a stupéfié parce que ça avait généré d'avantages concurrentiels et de valeur ajoutée, aussi bien pour la banque que pour ses clients, ce serait lequel ? Je vais répondre à la première question. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un différentiel entre la France, ou du moins entre l'Europe et les États-Unis en termes de montant investi par société. C'est comme ça depuis 50 ans, ce sera toujours comme ça. Sauf que l'écart, il se resserre. Aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé il y a 15 ans d'avoir des sociétés qui vaillent 2-3 milliards de dollars, c'était juste impensable. Dans le début des années 2000, chez Idinvest, on a financé Mythic. Ça avait fait le gros buzz à l'époque, en 2004, parce qu'il y a eu une introduction en bourse, ça s'est valorisé 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, c'était top de ce qu'on pouvait imaginer, c'était tout le monde en parlait, c'était absolument extraordinaire, 400 millions d'euros. Maintenant, des boîtes qui se valorisent et qui se vendent 400 millions d'euros en France, il n'y en a pas toutes les 2 semaines, mais Compte Nickel, je crois que c'est une version à 200-300, l'ordre de grandeur. Le chiffre n'est pas cité, mais c'est l'ordre de grandeur.
Il y a eu récemment, il y a eu Teals qui s'est fait racheter par Altis. Nous, ne serait-ce que chez Idinvest, en un an, on a fait à peu près 8 sorties pour des montants entre 300 et 600 millions d'euros. Et voilà, on n'en fait pas toutes les semaines, mais ça évolue. Alors maintenant, des sorties à 2-3 milliards, on n'en fait pas beaucoup, mais ça arrive de temps en temps. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, nous, quand on fait des sorties à 2-3 milliards, aux États-Unis, ils font des sorties à 30-40 milliards. Quand ils sortent un Facebook, ils le sortent à 100 milliards. Ce sera toujours comme ça, on peut se lamenter, mais l'écart se resserre et il y a encore plein de choses à faire. Donc soyons positifs, et moi je trouve qu'on vit une époque formidable. On a un aliment de planète dans le monde de l'investissement technologique en Europe et en France qui est absolument magique. Donc, voilà. Alors pour répondre à votre question, c'est quelque chose que je ne vois pas encore, mais auquel je crois beaucoup. Je vais répondre de cette façon-là. C'est le domaine du servicing. Quand vous prenez une banque comme la nôtre aujourd'hui, on est 28 000 en France. On a 15 000 personnes qui travaillent que sur du servicing. Et ils travaillent sur du servicing client de façon éclatée et avec des outils et des moyens sur le traitement de la voix pas mal, mais sur la donnée encore un peu loin. Donc autour de la voix donnée aujourd'hui, on peut s'organiser très différemment pour apporter un service temps réel, first call resolution, avec des indicateurs, avec des engagements à l'Amazon Way. Demain, on doit savoir faire à horizon d'1 an ou 2, je dirais 2 ans, 2 ans et demi, pouvoir démontrer à nos clients sur des données que l'on a déjà, mais qu'on ne savait pas suffisamment bien enchaîner, on sait le faire aujourd'hui, de prendre par exemple une réclamation. Ça arrivera toujours, hein. Dans un monde de service, il y a toujours un moment un client qui réclame. De pouvoir prendre en temps réel cette réclamation, de dire au client, elle est prise en temps réel ta réclamation, de donner au conseiller qui doit la traiter ou à la personne qui doit la traiter le même enchaînement de data et de données, et d'avoir quelque chose de totalement transparent sur le moyen de traitement, le dépannage en temps réel, ma carte est bloquée, eh bien je prends ta demande, je peux te dépanner dans l'agence qui est à côté, dans le bureau de tabac du coin aussi. Vous voyez, c'est des choses qu'on pourrait faire, et de donner en quasi-temps réel la résolution d'une problématique à un client. Ça, on va y arriver demain. Ça suppose beaucoup d'organisations différentes, ça suppose des technologies différentes. D'abord dans la voie donnée, hein, et encore une fois, voilà, il y a des choix techniques et qui sont des montants d'investissement très importants, et ensuite y mettre des technologies type intelligence artificielle, sur la reconnaissance vocale, sur de la robotique un peu intelligente, hein, qui progressivement apprend. L'exemple que je citais du Luxembourg ce matin est très adapté à ce type d'environnement pour apporter, encore une fois, un service de bien plus grande qualité. Si on fait ça, les collaborateurs ils sont beaucoup plus disponibles pour faire des tâches à beaucoup plus grande valeur ajoutée et demandant encore une fois des compétences transverses, des compétences d'empathie, des compétences d'écoute, d'autonomie, de responsabilité qui objectivement ne sont pas celles qu'on demande aujourd'hui à nos conseillers. Donc il faut faire bouger tout ça en bonne intelligence avec l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Mais moi je ne doute pas qu'on y arrive, en tout cas c'est vraiment des projets et des visions qui sont sur la table et des projets qui commencent à se construire. Ok, je vous remercie beaucoup. À moins que vous ayez un petit mot à rajouter. Optimiste, pessimiste, inquiet Clairement optimiste, plus que jamais. D'accord. Très clairement optimiste aussi, hein, y compris pour le monde de la banque dans cet écosystème et la capacité à apporter toujours plus de services à nos clients. Et puis sur l'esprit d'entreprendre, hein, puisqu'on est quand même dans une convention avec beaucoup d'entrepreneurs qui préparent le 21e siècle. Donc on est vraiment là pour continuer à vous écouter, à vous appuyer et à vous accompagner dans cette belle aventure. Merci beaucoup. Un conseil à l'ensemble des entrepreneurs qui sont là? Faut pas hésiter à oser. Voilà. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être intervenus.